Je suis Marie-Abel, je suis écologue, chargée de mission mammalogique et prédation au groupe mammalogique et herpétologique du Limousin, appelé plus communément le GMHL. Donc le GMHL, c'est une association scientifique de protection de la nature. On étudie principalement les amphibiens, les reptiles et les mammifères, mais on a aussi d'autres missions, dont celle de faire en sorte de protéger la nature, et celle que je fais en fait ce soir, qui est de diffuser nos connaissances, de partager nos connaissances et de rendre accessibles en fait nos études aux citoyens. Dans le cadre de nos missions, depuis 2010 maintenant, mais c'est surtout depuis 2014, le GMHL, accompagné d'un peu plus de 1200 observateurs, a parcouru tout le Limousin pour essayer de dresser un inventaire le plus exhaustif possible des espèces qui se trouvaient sur le territoire. Ce travail s'est terminé l'année dernière et en fait il nous a permis d'identifier des espèces qui méritaient tout particulièrement notre attention. Donc parmi elles, on retrouvait notamment le putois d'Europe, dont c'est une espèce qui est vraiment en grand déclin en France et qui est aussi en grand déclin en Limousin. Et puis on a la genette commune, qui est une espèce qui n'est pas en déclin en France ni en Limousin, mais qui est une espèce qui est plutôt en expansion en France. Et donc, c'est une espèce qui nous intéresse particulièrement et c'est pour ça qu'on a choisi de vous en parler aujourd'hui. Donc pour cette conférence, ce que je vous propose, c'est qu'on va retracer légèrement la systématique de la genette, avec des éléments d'écologie. Et puis, je passerai assez brièvement sur des éléments d'histoire. Je ne suis pas historienne, donc je ne vais pas m'empêtrer dans des détails. Et l'objectif, à la fin de cette conférence, en fait, c'est de vous donner la parole à vous et d'avoir un exercice un peu collaboratif sur comment est-ce qu'on s'interroge sur cette espèce et sur les espèces et notre place dans le vivant d'un point de vue un peu plus général. Tout le monde m'entend bien, du coup ? Très bien. Donc la genette commune, enfin les genettes d'un point de vue général, ce sont des mammifères, donc elles appartiennent à la classe des mammifères, à l'ordre des carnivores et au sous-ordre des féliformes. Alors on va juste s'arrêter sur ce sous-ordre parce que ça ressemble à félidés, donc on va avoir tendance à confondre féliforme avec félidés et à le mettre en opposition à canidés et à caniformes. Donc si on regarde tout en haut à droite, on a un caniforme, le chien, donc là en l'occurrence les spécialistes du chien reconnaîtront peut-être le carlin. Et en dessous, on a un féliforme, le serval. Donc je vous ai simplement mis ces photos parce que quand on pense à un canidé, on peut penser assez rapidement aux loups, aux renards qui ont des truffes plutôt assez longues qui permettent notamment des capacités olfactives bien au-delà de celles des félidés. Mais là, en fait, sur la photo, on voit bien que le carlin, il a le nez tout ratatiné par rapport au serval, donc c'est pas à ce niveau-là que ça se passe, en fait, c'est au niveau de l'oreille moyenne. Bon, on va rester là-dessus, ça sert à rien d'aller plus loin. Mais c'est simplement pour éviter la confusion parce qu'on va un petit peu en reparler par la suite. Les genettes, elles appartiennent à la famille des vivéridés. Donc la famille des vivéridés, elle est issue des myacidés, donc c'était des petits mammifères arboricoles qui peuplaient notre planète il y a 60 à 30 millions d'années et qui sont l'ancêtre des mammifères carnivores. Donc en bas à droite, vous avez un exemple de vivéridé. Si vous avez bien regardé la photo juste avant, ça ressemble assez à la genette, mais ce n'est pas une genette, c'est une civette, la civette africaine. La famille des vivéridés, elle a une particularité par rapport aux canidés, par exemple, c'est qu'elle n'est pas présente sur tous les continents, elle est vraiment restreinte au continent africain et au sud du continent asiatique. Et à l'Europe, mais en fait en Europe, il n'y a que la genette commune qui représente cette famille. Donc il y a plusieurs espèces de genettes qui ont été décrites. Il y en a quelques-unes dont je vais vous parler très très brièvement. En fait, simplement, quand on cherche des informations sur la genette, on en trouve très peu en dehors de la genette commune. Il y en a une autre sur laquelle on trouve quelques informations, c'est la genette panthère qui est plutôt localisée en Tanzanie, qu'on reconnaît assez bien à ses taches plutôt roussâtres. Ensuite, vous avez des espèces qui sont assez emblématiques mais qui sont assez peu détectées. Parmi elles, vous avez la genette géante. Alors elle n'est pas si géante en fait, elle ne fait pas 20 kg non plus, elle est plutôt aux alentours de 3 kg par rapport à notre genette qui est plutôt aux alentours de 2 kg. La genette géante, elle est originaire des forêts tropicales du Congo et du Rwanda. Et on en a deux autres qui sont assez emblématiques, qui est la genette servaline, qui elle est plutôt étendue depuis le Gabon jusqu'au Kenya en passant par la République de Centrafrique, et la genette aquatique. Alors pourquoi je vous ai mis rare cliché ? Parce que c'est une genette sur laquelle il n'y a absolument
quasiment aucune information, hormis les trophées, hormis les butins en fait, des chasseurs. C'est des jeunettes qui vont globalement être dans les forêts tropicales, c'est des forêts qui sont très inaccessibles, dans des zones où en fait, il n'y a pas forcément d'argent pour étudier certaines espèces. En l'occurrence, ces espèces-là sont parfois moins charismatiques que d'autres, donc il y a moins de films qui leur est alloué. Mais en fait, il y a une jeunette qui est plus commune que toutes les autres et plus étudiée que toutes les autres, ça tombe bien pour nous, parce que c'est la jeunette commune. Donc c'est la jeunette qu'on a chez nous, et dont on va parler tout de suite. La jeunette commune, il faut s'imaginer que c'est vraiment taille petit chat, ça fait 20 cm de haut pour 1 cm de long avec la queue. On la reconnaît assez bien, donc là tout de suite, quand vous regardez la photo, c'est un peu la chevauve, et elle a cette bande hérissée sur le dos, enfin cette bande noire sur le dos, qui en l'occurrence est hérissée, avec une queue assez longue, touffue, annelée et terminée par un manchon. Peut-être que vous en avez déjà vu en Limousin, mais c'est quand même une espèce qui est relativement farouche. Là où j'attire votre attention, c'est au niveau de sa denture, donc de la composition de sa mâchoire, de sa denture en fait. Elle a 40 dents. Et donc tout à l'heure, on vous disait faites attention à la différence féliforme-califorme. C'est que en fait, si on fait le raccourci de se dire féliforme-félidé, eux les félidés, ils ont plutôt une denture entre 28 et 32 dents. Alors que les canidés, ils ont plutôt une denture entre 38 et 42 dents. Du coup, elle a une taille de chat, des allures de mustélidé. Si vous avez vu la conférence de Christian précédemment, vous savez tous ce que c'est un mustélidé. Et elle a plutôt une denture de canidé. Pour sa longévité, si tout se passe bien, elle vit jusqu'à 13 ans en captivité. Donc si tout se passe bien, si elle ne se fait pas taper par une voiture, si elle ne se fait pas prédater par un chien, si elle n'est pas dérangée, si on ne détruit pas son gîte, il y a beaucoup de choses qui font qu'en général ça ne se passe pas bien. Et du coup, son espérance de vie à l'état sauvage, il est plutôt de 7 ans. Même si véritablement, il serait plutôt un peu plus bas. En fait, 7 ans, c'est vraiment une moyenne sur toute l'ère de répartition de la jeunette, ce qui ne correspond pas forcément à notre cas, à nous, en Limousin. Si on regarde la répartition de l'espèce, on a 3 contextes de présence. Donc un contexte où l'espèce est endémique, en fait. Donc ça va être le nord de l'Afrique plutôt centrale et l'Afrique du Sud. Il y a une zone où l'espèce a disparu à l'état sauvage, c'est les rives du Nil. Et puis une zone où l'espèce a été introduite, et là c'est là que nous ça va encore plus nous intéresser, et c'est toute la partie péninsule ibérique et le sud-ouest de la France. En France, la jeunette est protégée depuis 1972, elle est inscrite à l'article 2 du Code de l'environnement, elle est inscrite aussi à l'article 5 de la directive Habitat et l'article 3 de la Convention de Berne. Grosso modo, ça veut dire qu'il est interdit de la manipuler, de détruire ses petits, de la transporter, de lui faire du mal ou de la tuer. Voilà. Bon, après, bien sûr, il y a des dérogations pour certains projets, mais c'est un autre débat. Il existe 5 sous-espèces de genettes admises. Si vous cherchez un petit peu sur Internet Genetta, donc qui correspond à la jeunette commune, en fait, si vous regardez, il y a aussi Genetta rhodanica, il y en a encore d'autres. Il y a encore d'autres sous-espèces, on n'a vraiment que 5 qui sont admises, et nous, celle qui nous intéresse, c'est Genetta. Si on regarde un petit peu plus en France maintenant, il y a à nouveau 3 contextes de présence qui sont assez différents. Au sud-ouest de la France, on a une répartition qui est quand même plutôt régulière et on observe une zone d'exclusion au niveau des Pyrénées. Alors en fait, la zone d'exclusion, elle viendrait du fait que globalement, la jeunette, elle préfère les climats qui sont pas forcément très neigeux ni forcément très froids, parce qu'elle a plus de difficultés à trouver de la nourriture, à résister à l'hiver, etc. Donc elle va plutôt éviter l'altitude. En général, elle va préférer une altitude sous les 600 mètres. Sauf que, en fait, dans la nature, tout ne se passe pas comme prévu. Et quand vous avez donc des territoires adjacents, puisque la jeunette va coloniser de proche en proche, quand vous avez des territoires adjacents, et bien, plutôt que de pouvoir aller dans le territoire du voisin, comme ces animaux qui sont assez territoriaux, elle va devoir s'étendre plus loin. Donc si vous avez des grosses populations de jeunettes toutes adjacentes, avec des territoires tous adjacents, les jeunes vont être obligés d'aller chercher des territoires là où ils peuvent en chercher. En fait. Donc quand vous avez la zone d'exclusion des Pyrénées, en fait c'est tout à fait possible que les individus qui soient en altitude, ce soient en fait les jeunes qui s'installent après et qui cherchent tant bien que mal à trouver des territoires. Ensuite vous avez une zone de progression, donc
C'est vraiment, on appelle ça une zone d'expansion. Donc pour ceux qui s'intéressent un petit peu à d'autres espèces, notamment certaines qui sont un peu problématiques et dont on entend beaucoup parler en Limousin, vous noterez qu'on utilise un champ lexical qui est complètement différent de front de colonisation qui fait plutôt penser à la guerre. Donc la Genette, elle est plutôt en zone d'expansion depuis le nord-ouest jusqu'au sud-est de la France, en sachant que cette carte, elle est issue d'études de l'Office français de la biodiversité, qui était à l'époque Office national de la chasse et de la faune sauvage, et qui a quand même eu de nouvelles données. Notamment, il y a plus d'individus qui ont été détectés au sud-est de la France. Il y a la frange en fait, de présence irrégulière, c'est quand même un peu plus avancé vers le nord-est. Et puis, ce qui nous permet aussi de dire que l'espèce n'est pas stable et qu'elle est encore en phase de colonisation, c'est qu'il y a de plus en plus de données sur des zones où il n'y en avait pas avant, et notamment dans des pays où il n'y en avait pas avant. Donc là, on sort un peu de la France. Mais typiquement, on commence à avoir des données de Genette en Italie, donc ça montre bien qu'il y a des individus qui sont encore en train de disperser. Et donc, vous avez ensuite les zones d'observation diffuses. On essaierait de comprendre un petit peu pourquoi, plus tard, on a ces zones d'observation qui sont un peu diffuses. Maintenant, si on s'intéresse au Limousin, donc ça, c'est typiquement une carte qui sort de notre atlas qui est sorti en 2021. Donc, si vous regardez la carte à droite, les gros cercles vides, c'est des données qui sont issues de 90 à 99, et les cercles pleins, c'est ce qui est issu des prospections de 2014 à 2020. En 30 ans, il y a eu 432 données de Genette. Alors, pour vous donner un petit comparatif, parce qu'en fait, ça ne parle pas forcément 432 données, si on compare avec une espèce qui a une écologie assez similaire, la martre des pins, si tout le monde voit à peu près ce que c'est que la martre des pins, mais pour la martre des pins, on a un peu plus de 2000 données. Donc on n'a quand même pas grand-chose pour la Genette. Mais si on regarde un peu en dessous, on voit que, alors on va passer les observations par département, mais si on regarde le type d'observation, on voit que la majorité des données sont des données issues des pièges photographiques. Donc la pose des pièges photographiques, ça ne s'invente pas, ça coûte potentiellement cher, ça demande un minimum de savoir-faire, ça demande aussi de la logistique, de ne pas se faire voler son piège. Bref, il y a quand même beaucoup de contraintes avec la pose de piège photo, et comme c'est une espèce qui, a priori, se détecte beaucoup mieux avec la pose de piège photo, c'est aussi compliqué d'avoir des données à son sujet. Donc si vous êtes formate et que vous avez fait le calcul, en fait, vous voyez qu'il n'y a pas toutes les observations qui sont détaillées, simplement parce qu'on a eu beaucoup aussi de données qui venaient des fédérations de chasse, et notamment des piégeurs agréés, qui ont permis de faire remonter des données de Genette, notamment lors du précédent atlas en Corrèze. Donc pour l'instant, on voit que globalement, elle est plus présente sur le sud de la Corrèze et le sud de la Haute-Vienne, même si on observe de plus en plus d'individus qui sont détectés au niveau du nord de la région. Donc on va essayer de s'intéresser à la façon dont on pourrait expliquer cette répartition. En fait, je vais vous parler de plein de choses au niveau de l'écologie de l'espèce, je vais essayer de vous parler de plein de choses de son histoire, mais ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que la répartition d'une espèce, elle ne s'explique pas par un seul événement fondateur, elle ne s'explique pas par une seule chose qui, par magie, a permis à une espèce de s'installer. Souvent, ce qui permet à une espèce de se déplacer, de s'installer, de pérenniser sa présence, c'est une multitude de facteurs qui vont lui être favorables, ou qui vont être défavorables à d'autres espèces qui pouvaient lui poser problème. Donc pour parler, on va commencer par parler un petit peu de l'habitat de la Genette. Donc là, vous avez une photo du barrage de l'Amativy en Corrèze, aux alentours du barrage de l'Amativy en Corrèze. Et en fait, c'est vraiment la photo typique d'un paysage idéal pour la Genette, en tout cas chez nous en Limousin, puisqu'on a donc une forêt avec une végétation qui est assez fermée, et on pourrait s'arrêter là pour qualifier un habitat favorable pour la Genette. C'est vraiment, elle demande vraiment la présence d'une formation végétale fermée, avec en gros plus, on va dire, pour les habitats avec des couverts denses, la proximité de cours d'eau. Alors la proximité de cours d'eau, il y a un biais aussi là-dedans, dans le sens où en fait c'est quand même beaucoup plus facile de détecter les animaux quand ils vont s'abreuver et quand ils suivent tous les mêmes pistes olfactives. En fait, les mammifères, globalement, vous n'allez pas trouver un mammifère qui trace sa route d'un côté alors que tous les autres vont de l'autre côté et utilisent un autre chemin. Globalement, vous allez avoir un animal qui ouvre la voie et tous les autres vont suivre. Donc, quand vous réussissez à trouver des pistes olfactives qui sont très intéressantes pour de nombreux mammifères et que vous posez votre piège photo à cet endroit-là, dans un endroit favorable, vous avez beaucoup de chances de trouver des genettes. Et en l'occurrence, c'est assez souvent à proximité des cours d'eau.
Même s'il y a quand même des jeunettes qui ont été observées à proximité des cours d'eau avec des comportements presque piscivores, avec des comportements de pêche de poissons. Mais c'est très anecdotique. Elle peut parfois occuper les secteurs bocagers et les zones de marée, et ça va être particulièrement intéressant pour nous, parce que tout à l'heure, je vous ai montré la carte du Limousin, et concrètement, au nord du Limousin, il y a quand même c'est quand même très bocagé, il y a quand même pas mal de zones humides dans le Limousin, donc pour qu'elle puisse se déplacer et continuer son expansion, il va falloir qu'elle soit en mesure aussi de survivre il va falloir qu'elle soit en mesure de survivre dans ces milieux-là. En 2010, le GMHL avait mené une étude sur 2 jeunettes en Limousin. Et donc, ils avaient essayé de faire une étude par télémétrie. Donc, les jeunettes avaient été équipées d'un collier émetteur. Et ils les avaient suivis pour savoir quel était le territoire de ces jeunettes-là, quel gîte elles utilisaient en priorité. Et donc là, typiquement, à gauche, vous aviez un gîte qui était utilisé par l'une des jeunettes. Donc, elle allait se percher tout en haut de l'arbre dans l'hier. Et à droite, au niveau du promontoire rocheux, en fait, c'est pareil, les jeunettes allaient dans les fissures. Et en fait, ça correspond plutôt bien aux tendances nationales et aux conclusions sur l'espèce, qui est que, globalement, pour le gîte, elle exige des cavités, elle exige généralement de la canopée. Donc la canopée, c'est vraiment un écosystème forestier aérien à part entière. Et elle, dans son éthologie, ce qu'elle va vraiment rechercher, justement, c'est cette partie aérienne, qui semble quand même assez importante pour elle. Maintenant, si on s'intéresse à son régime alimentaire, si vous regardez l'histogramme à droite, vous voyez que plus de 60% de son régime alimentaire est composé de mammifères. Donc parmi ces mammifères, on a à peu près 95% de rongeurs, en sachant que les insectivores comme les musaraignes et les lagomorphes comme les lapins de Garenne, en l'occurrence les jeunes lapins, ne font pas partie des rongeurs, mais constituent une grande partie aussi de leur régime alimentaire. Donc en fait, c'est assez facile de trouver des mammifères auxquels elles vont s'intéresser. Ensuite, on observe que la catégorie suivante, c'est les insectes. Alors, c'est principalement les coléoptères et les orthoptères. Donc, les orthoptères, c'est les sauterelles, les criquets. Et si on réfléchit un peu, en fait, les sauterelles, les criquets, on n'en a quand même pas toute l'année. En hiver, on n'en a pas beaucoup. Enfin, on n'en a pas du tout. Donc, ça va être des ressources alimentaires assez saisonnières, tout comme d'ailleurs les oiseaux, puisque en fait les moments où elles vont le plus consommer d'oiseaux, c'est les moments où les oiseaux vont être le plus vulnérables. Donc en ce moment, quand vous avez tous les mâles qui chantent, quand on est en période en fait de reproduction et de parade, et puis ensuite la couvaison des œufs, où elles peuvent consommer ou des œufs ou les mères qui couvent. Et ensuite, vous avez les fruits et les baies en été et en automne, et puis généralement des graminées qui vont plutôt servir au transit, à la purge, etc. Plus rarement, vous avez des amphibiens, des reptiles et du charognage. Alors, ça rejoint plutôt le fait que la jeunette, globalement, c'est un carnivore qui est très opportuniste, et qu'elle va se nourrir un peu de ce qu'elle peut. L'ensemble des espèces, ou en tout cas une bonne partie des espèces animales, ont une certaine souplesse au niveau de leur régime alimentaire, plus ou moins de souplesse, mais qui en fait leur permet quand même de moduler leur alimentation. Et la jeunette, elle brille plutôt par le fait qu'elle est vraiment capable de bien moduler son alimentation. Typiquement, si on regarde les jeunettes qui sont dans le Var, ou même plutôt celles qui sont de l'autre côté de la façade pyrénéenne, elles, la principale ressource alimentaire qu'elles vont consommer, en fait, c'est des reptiles. Donc nous, on n'est pas du tout dans ce cas de figure-là, on les voit même pas apparaître, alors que vraiment, pas si loin que ça, là où c'est plutôt les reptiles qui sont à profusion, ça va être la ressource de choix. En sachant que cette étude, elle est, on va dire, lissée sur l'ensemble de la France, mais qu'il n'est pas du tout impossible que quand on regarde nos paysages limousins, qui sont quand même assez humides, avec justement des paysages varois qui sont assez arides avec des chênes verts, c'est possible qu'on n'ait pas du tout le même régime alimentaire. Ou en tout cas qu'il y ait des variations qui soient assez importantes dans le régime alimentaire. Au niveau de son activité, la jeunette, c'est une espèce qui est majoritairement nocturne. Alors quand on dit qu'une espèce est nocturne, ça ne veut pas dire que toute sa vie se déroule la nuit. Et souvent, c'est un peu le raccourci qu'on a tendance à faire, de se dire, si elle est nocturne, en fait, on n'a aucun moyen de la trouver la journée. Bon, grosso modo, ça veut dire que quand même, elle passe le plus clair de son temps, le plus clair de... Disons que... Grosso modo, ça veut dire que la journée, elle va quand même avoir une activité qui est franchement réduite, et la nuit, c'est là qu'on va observer le plus d'activité chez la jeunette.
Bon, elle peut quand même se réveiller, bouger, aller boire, chasser, changer parfois de gîte si un gîte n'est pas très très loin. Ensuite, c'est une espèce qui est territoriale avec une territorialité intrasexuelle. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'entre individus de même sexe, les territoires ne vont pas être chevauchants, mais vont plutôt être adjacents. Et entre individus de sexe opposé, les mâles vont généralement avoir des territoires qui chevauchent ceux des femelles, mais deux mâles ne vont pas avoir des territoires qui se chevauchent entre eux, et deux femelles ne vont pas avoir des territoires qui se chevauchent entre eux. Et ensuite, c'est une espèce qui est assez solitaire, avec en plus une dispersion des jeunes qui se fait quand même assez tôt par rapport à la maturité sexuelle dont on va parler tout de suite, presque. Donc au niveau de son organisation spatiale, donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qui est assez lissé. Les études du GMHL étaient allées dans ce sens-là, dans le même sens que certaines tendances nationales quand il y a une faible densité d'individus. Mais c'est pareil, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte. Plus il y a d'individus de net, plus les territoires vont être petits, plus les domaines vitaux vont être petits. Pour nous, en Limousin, d'après les deux individus qu'on avait suivis, que le GMHL avait suivis, donc je vous invite à prendre ça avec de grosses pincettes, parce qu'on ne fait pas de généralité avec deux individus, mais l'étude suit quand même plutôt les conclusions nationales et internationales. En Limousin, on avait identifié que le domaine vital, c'est-à-dire le domaine vital, c'est une zone qui ne va pas être défendue, mais dans laquelle la jeunette va pouvoir trouver de quoi manger, va pouvoir trouver un partenaire sexuel, etc. Eh bien, les domaines vitaux faisaient 15 à 18 km². Par contre, le territoire, donc vraiment la part de la zone dans laquelle elle vit qui va être défendue, ces territoires faisaient plutôt aux alentours de 9 km². Leur territoire, elles le défendent de trois types principaux. Donc le premier, c'est le marquage urogénital, où là, c'est clairement arroser d'urine des surfaces pour que ça sente très très fort et pour qu'elles fassent savoir qu'elles sont bien chez elles. Le second, c'est le marquage par le frottement des flancs, où là, ça va vraiment être un dépôt d'odeur et de phéromones. Et enfin, le troisième, c'est un marquage par frottement des pattes postérieures, où là, c'est pareil, c'est aussi un dépôt de phéromones. Pour savoir donc si nous sommes sur le territoire d'une jeunette, il y a aussi les crottes qui ne sont pas forcément très faciles à identifier, à détecter, pardon. Donc globalement, les jeunettes, elles font faire des crottes, donc vous vous souvenez, c'est un animal qui fait 1 mètre de long, 20 cm de haut, qui pèse 2 kg. Ben, ça va être capable de faire des crottes qui font jusqu'à 25 cm de long. Donc ça fait quand même des ça fait quand même des grandes crottes. Avec à peu près 1,5 cm de large. Et généralement, ces crottes, elles vont être très bien identifiables parce qu'elles sont en forme de fer à cheval. Et surtout, comme c'est des crottes qui ont un objectif de marquage olfactif et de défense du territoire, elles vont généralement les faire tout au même endroit, donc sur ce qu'on appelle des crottiers. Donc en l'occurrence, à droite, vous en avez un sur un surplomb rocheux. Et là où il y a un petit piège, c'est pas moi qui ai identifié les photos à gauche, et j'avoue que j'ai mis un gros doute sur la 4e crotte en partant de la gauche. Mais c'est assez facile de tomber dans le piège, dans le sens où, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que quand vous avez des chemins olfactifs, souvent vous avez absolument tout le monde qui prend les mêmes chemins olfactifs. En fait, ça se passe, nous, c'est ce qu'on voit aussi sur nos pièges photos quand on les pose, c'est qu'on pose notre piège photo, il suffit que le premier animal un peu courageux vienne faire pipi devant, typiquement un renard ou un blaireau, viennent faire son affaire, et derrière, il y a absolument tous les comparses de la forêt qui viennent et qui reposent en fait sur ce qu'ont fait les renards et les blaireaux. Et dans les crottiers, c'est un petit peu pareil, des fois vous pouvez trouver des crottes qui appartiennent pas à la jeunette, mais plutôt à un animal d'une autre espèce qui a pris son courage à deux mains et qui est venu défier la jeunette. Bon, ça sert pas à grand chose, mais ça pourrait expliquer qu'il y ait une crotte aussi petite au milieu qui ne correspond pas forcément à ce que fait la jeunette habituellement. Une autre manière pour nous qui est parfois plus facile que la détection des crottes pour savoir si on est sur un territoire jeunette, c'est la détection des empreintes. En fait, c'est pas vraiment plus facile, mais elle a quand même une empreinte qui est particulière et qui permet de la reconnaître sur tous les mammifères qu'on peut avoir en Limousin. Donc c'est cette empreinte-là que vous voyez à gauche, donc 3 cm de long sur 2,5 cm de large. En fait, ce qui va vous permettre de vraiment bien la reconnaître, c'est ça, c'est ce petit coussinet qui est décalé et qu'on retrouve que chez elle pour nous en France. Et donc si on regarde la photo ici, hop, c'est celui-ci là qui fait les petites marques.
Donc typiquement, pour un animal qui fait 2 kg, il faut quand même un certain type de sol avec une certaine humidité pour avoir une belle empreinte de genette avec un beau coussinet décalé. Mais si vous avez de la chance et que vous êtes observateur, ça peut arriver. Au niveau de sa reproduction, donc la genette, c'est une espèce qui a 2 périodes de rut dans l'année. Donc une première période en janvier-février avec des mises bas 70 jours plus tôt, en avril à juin, et une deuxième période en mai-juin avec une période de mise bas de la fin de l'été à l'automne. Globalement, il y a ces 2 grosses périodes de rut qui correspondent en fait à des pics de ressources alimentaires. Donc c'est des périodes où il y a plus d'aliments, où les conditions climatiques sont à nouveau assez favorables et où du coup les animaux ne vont pas trop puiser dans leurs ressources. Maintenant, quand il y a des conditions favorables à peu près toute l'année, en fait la reproduction peut intervenir à n'importe quel moment de l'année. Ce qui est assez intéressant, bon, ça a peu de chance de vous arriver, mais si jamais vous allez camper en forêt et que vous entendez des bruits un peu bizarres de type hoquet, en fait, la genette, quand elle rentre en rut, et que dans les heures, même dans les minutes plutôt qui précèdent l'événement de reproduction, les mâles vont être pris de hoquet. Et du coup, vous pouvez éventuellement les entendre. Bon, généralement, c'est pas très fort, hein, c'est pas non plus un cerf qui brame, mais voilà, si jamais vous entendez des bruits bizarres, ça peut venir de là. Pour les petits, donc les portées sont constituées d'1 à 4 petits qui vont disperser en fait vers 4-5 mois, qui vont être sevrés vers 4-5 mois, mais dispersés plutôt vers 5-6 mois. Parce que généralement, si vous avez des animaux à la maison, en fait, il y a la période donc, où les mères, le sevrage, où il y a le sevrage, et puis derrière, il y a des périodes où les jeunes ont tendance à revenir un peu au gîte pour revoir la mère. Donc il faut environ 1 mois de battement pour que vraiment les jeunes soient autonomes et s'en aillent. Donc on va essayer maintenant de parler un peu de l'histoire de la genette. Donc je répète que je ne suis pas historienne. Si des personnes, je lance un grand regard appuyé à Jérémy Huxard là-bas, si des personnes veulent intervenir pour ajouter certaines choses à l'histoire de la genette et apporter des compléments qui seraient intéressants, il ne faut surtout pas hésiter. Donc on a une histoire avec la genette qui remonte quand même à très très loin. A priori, dans la haute antiquité, elle était déjà utilisée, en tout cas le musc était déjà utilisé à des fins potentiellement cosmétiques ou médicales. Mais là où on va vraiment la retrouver, c'est dans les écrits d'Hérodote. Donc Hérodote, c'est ce monsieur à gauche, qui a vécu de moins 480 à moins 425 avant Jésus-Christ, et qui parlait des premières genettes, ou en tout cas il décrivait des animaux qui correspondaient à peu près aux genettes, dans un ouvrage qu'il a écrit qui s'appelle Les Histoires. Et les histoires parlaient plutôt des guerres médiques, donc les guerres entre les Perses et les Grecs. En fait, donc Hérodote c'était un aventurier, un anthropologue grec, et lui il traduisait vraiment, ce qu'il décrivait c'est vraiment des descriptions des galets, donc comme il les appelait, ça correspond vraiment à ce qu'on retrouve aujourd'hui comme trait anatomique chez les genettes. Ce qu'il nous apprend notamment, et ce qu'on a pu apprendre grâce à différents écrits, c'est qu'il y a eu une domestication progressive par les êtres humains, notamment sur les côtes algériennes. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, nos genettes qu'on a en France et sur la péninsule ibérique, elles seraient toutes issues des genettes elles seraient toutes issues de la souche algérienne. Donc il y a pas mal de légendes qui circulent sur les genettes. C'est pareil, je ne saurais pas vous dire si c'est vraiment une légende ou si c'est réellement une vérité, mais il y a la légende de la défaite des Sarrasins à la bataille de Poitiers en 732, où donc les Sarrasins ont perdu. Et en fait, Charles Martel aurait été impressionné par la quantité de peaux de genettes. Et à partir de ce moment-là, ça aurait été beaucoup plus courant de retrouver des peaux de genettes, notamment en trophée de guerre, donc où ce soit les Francs qui aillent en croisade chez les Sarrasins et qui récupèrent en fait des genettes vivantes ou mortes, ou que ce soit au contraire les Sarrasins qui les introduisent lors de leur croisade. Donc là, vous avez simplement une petite illustration à droite de Charles Martel à la bataille de Poitiers en 732. Au début du Moyen-Âge, donc la genette est déjà un peu plus popularisée et populaire en France. On commence à la retrouver dans des textes, sur des toiles, dans des textes, sur des toiles, sur des tapisseries, etc. À cette époque-là, donc quand on la représente, donc vous avez 3 types de représentations qui sont en fait les plus connues si vous regardez les représentations historiques des genettes. Donc vous avez la tapisserie aux armes de Louis Bâtard de Bourbon, une tapisserie franco-flamande qui date du XVe, et un vitrail de l'église de Saint-Étienne-du-Mont à Paris.
En fait, à cette époque-là, si on compare par rapport à une espèce qui va émerger après en termes de domestication, c'est-à-dire le chat domestique, la genette, elle est vraiment vénérée, considérée comme un animal noble, etc. Bon, sachant que c'est quand même un animal qui sent très très fort, qui est farouche et qui vit que la nuit, donc c'est toute proportion gardée, bien évidemment. Alors que le chat, lui, il est vraiment associé à la sorcellerie, il est considéré comme quelque chose de, en fait, de mal, de sale, de satanique, etc. Donc à cette époque-là, vraiment, la jeunette est plutôt vénérée, et puis tout va basculer pour elle, en fait, à la fin du Moyen-Âge. Enfin, à la fin du Moyen-Âge. Puisque petit à petit, la noblesse italienne en particulier va commencer à avoir des chats qui sont un peu plus... qui ont un physique un peu plus engageant que nos chats de gouttière, nos chats galeux et nos chats noirs qui faisaient penser aux sorcières, malheureusement. Et le chat, lui, il est diurne, enfin, non, il n'est pas diurne, il n'a pas vraiment de rythme dans la journée, en plus, il est quand même plutôt docile, il sent pas aussi mauvais que la jeunette, enfin, il sent pas mauvais, en fait, ça sent rien, un chat, et donc petit à petit, le chat va être popularisé au détriment de la jeunette. Donc elle va perdre progressivement sa place d'animal domestique, qu'elle va céder au chat. Et en fait, ce qui va se passer pour elle, c'est que plutôt que d'être considérée comme une espèce exotique envahissante, comme ça arrive aujourd'hui en France quand on lâche des animaux dans la nature, eh ben, elle va être naturalisée en France. Simplement, elle était présente dans plus de zones que ce qu'elle est présente aujourd'hui. Mais il y a une explication, en tout cas, il y a une hypothèse qui permet de dire que en fait, l'ère de répartition de la jeunette, elle a reculé par rapport à ce qu'elle était au Moyen-Âge. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, elle est quand même assez peu acclimatée aux zones montagneuses. Le climat à cette époque-là était quand même beaucoup plus rude. Donc ça peut être une explication de si elle n'a plus eu le soutien des hommes, c'est possible que certaines populations se soient éteintes. En tout cas, s'il y avait des populations locales et pas des individus tout seuls. Après, c'est pas impossible que des populations relictuelles aient survécu, ou si elles n'ont pas survécu, qu'avec, en continuant les transports, etc., on ait continué un petit peu à emporter quelques jeunettes à droite à gauche. Et puis, depuis la fin du Moyen-Âge, il est arrivé ça. Alors, j'en profite pour faire une aparté. Le GIEC vient de sortir, le groupe 2 du GIEC vient de sortir un rapport que je vous invite tous à lire. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment. Et si vous êtes présent aujourd'hui, c'est qu'a priori, l'environnement vous intéresse au moins un tout petit peu. Donc, je vous conseille de lire au moins un tout petit peu le rapport. Il y a les 36 pages pour les décideurs qui sont vraiment, vraiment à lire. Pour revenir à notre jeunette, c'est vraiment un graphique très pédagogique. C'est plutôt pour vous montrer que, là, en l'occurrence, c'est depuis 1899 à 2020, on a eu un gros réchauffement global. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de refroidissement locaux. On a eu un réchauffement global du climat qui profite probablement, alors si on s'intéresse qu'à ça, qui profite probablement à la jeunesse. Bon. Donc là, si on regarde un petit peu ce graphique, ce qu'on voit, c'est les variations de la température. Donc d'une année à l'autre, les nuances de couleur bleue, en fait, elles représentent une année plus fraîche que l'autre. Les nuances de couleur rouge, une année plus chaude que l'autre. Et en fait, plus l'écart de température avec l'année précédente est important, et plus la barre est grande. En fait, ce serait quand même assez simpliste de penser que juste ça favorise la jeunette. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, tout n'est pas si simple dans l'environnement, sinon ce serait trop facile. Mais il y a beaucoup de choses qui interviennent. Et notamment pour la jeunette, elle se prend quand même, comme toutes les autres espèces qu'on connaît, même chez nous en Limousin, un petit cocktail de perturbations et de causes, en fait, qui l'amènent, en tout cas qui pourraient l'amener au déclin. Donc parmi elles, en premier, la fragmentation et la disparition des habitats. Typiquement, vous avez des zones au fin fond de la Creuse, de la Haute-Vienne ou même de la Corrèze dans lesquelles on a envie de mettre des zones industrielles qui ne servent à rien, où il n'y a aucun d'entre nous qui est jamais allé et qui n'ira jamais. Et donc la mise en place de ces zones perturbe fortement des espèces qui sont aussi farouches que la jeunette, mais en fait il n'y a pas qu'elles, on pourrait citer le putois dont on parlait. Ensuite, il y a la densification des infrastructures routières. Donc c'est pareil, refaire des routes, remettre des lotissements, pour nous il y a des choses qui peuvent être complètement... c'est pas possible de s'en passer, mais le fait est que cette densification des infrastructures routières a un énorme impact sur les espèces animales, en particulier sur les espèces comme la jeunette qui sont en phase d'expansion, et du coup il y a vraiment beaucoup de mobilité. Ensuite, vous avez donc les habitats non favorables, avec par exemple les plantations monospécifiques de résineux, comme on en voit pousser beaucoup sur le plateau de Mille Vaches.
Alors j'ai mis un petit bémol là-dessus, dans le sens où, donc on a vu le domaine vital de la Genette, on va dire qu'il est aux alentours de 15 km² avec des territoires qui sont de 9 km². Si vous avez trois plantations monospécifiques, elle, ça ne va pas forcément la perturber, parce qu'en fait, elle a un territoire qui est quand même assez vaste. Par contre, quand c'est comme sur le plateau de Mille Vaches, où vous avez des plantations monospécifiques qui poussent de partout, à la place typiquement des forêts matures ou même des forêts mixtes et diversifiées, là c'est beaucoup plus problématique pour cette espèce. Mais je vous rassure, quand c'est comme ça, il n'y a pas du tout que cette espèce qui trinque. En fait, il y en a quand même beaucoup d'autres. Ensuite, vous avez les pièges non sélectifs. Typiquement, les pièges à ravement, dans lesquels la Genette, c'est quand même un animal qui est très curieux, qui va venir essayer de rentrer en fait, dans le trou pour voir ce qui se passe, et puis le piège va se refermer derrière elle. L'utilisation de produits chimiques, notamment les rodenticides. Alors, peut-être que vous avez déjà entendu parler de la bromadiolone et autres joyeusetés. Mais la bromadiolone, elle a été interdite là à la distribution, mais en fait, ça ne veut pas dire que tous les autres anticoagulants ne continuent pas d'être distribués. Ça ne veut pas dire qu'on ne continue pas de balancer des choses qui ont vraiment un impact très fort dans la nature. En l'occurrence, pour essayer de vous imaginer un petit peu l'impact que ça peut avoir, il faut imaginer qu'on balance plein de doses de rodenticides et chaque rongeur va consommer une dose de rodenticide. Et en fait, donc, chaque rongeur correspond du coup à une dose de rodenticide. Et derrière, vous avez des petits prédateurs comme la Genette qui vont arriver et qui vont consommer du coup plusieurs rongeurs. Donc ce qui va se passer, c'est où il y a des cas de choc toxique avec de la bioamplification et du coup l'animal meurt, il n'y a pas de question à se poser. Donc ça a quand même un impact plus tard sur ces espèces-là. Ou alors, on a des phénomènes de bioaccumulation, donc c'est-à-dire que les prédateurs vont stocker, notamment dans leur tissu adipeux, toutes les toxines, et quand l'animal va avoir besoin de mobiliser des ressources importantes, alors que ce soit en période de lactation, en période d'allaitement, en période de mise bas, donc ça va demander un effort parfois selon les espèces plus ou moins considérable, selon les individus aussi. Ça peut être typiquement en sortie d'hiver où il y a moins de ressources, où il faut prendre sur les réserves. Prendre sur les réserves de gras, s'il y a des toxines qui sont stockées dans le gras, il y a aussi des risques de choc toxique qui sont assez importants. Ensuite, les changements climatiques. Donc les changements climatiques, c'est pas que le réchauffement, c'est aussi les changements climatiques, c'est un réchauffement global, mais c'est aussi un refroidissement local et une augmentation des événements catastrophiques. Donc les événements catastrophiques pour la faune sauvage soumise aux aléas climatiques toute l'année et aux fluctuations des ressources alimentaires, ça peut être des grosses pluies pendant plusieurs jours, ça peut être un gros coup de chaud et puis derrière un gros coup de froid, c'est aussi tout ça les changements climatiques. Et enfin la sensibilité de l'espèce au dérangement. Bon ça va, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, elle est quand même assez farouche, et la sensibilité de l'espèce au dérangement, ça va quand même plutôt aussi avec la fragmentation des habitats, la multiplication des monocultures et des travaux forestiers, la multiplication des lotissements et des zones commerciales qui ont un but obscur, etc. Donc on peut commencer, je vous propose de faire 3 exercices collectifs, puisque l'objectif c'est que maintenant que j'ai travaillé, ce soit un peu à vous aussi de proposer des choses. Donc je sais pas, je vais prendre de quoi peut-être, si on peut juste chronométrer pour pas passer trop de temps dessus. On va essayer d'en faire 3. Donc le premier c'est, d'après vous, pourquoi et est-ce qu'on devrait protéger des espèces comme, en l'occurrence, la Genette commune. La foule est en délire. Oui. Par exemple, est-ce qu'elle mange des rongeurs, donc elle peut protéger l'agriculture? Oui, elle mange beaucoup de rongeurs. Elle peut utiliser des... Plutôt, oui, alors... les rongeurs qui sont toxiques pour nous, Oui, alors c'est une super bonne remarque ce que vous faites, dans le sens où, typiquement au GMHL, il y a 2 ans maintenant, on avait travaillé sur un projet pour justement privilégier la lutte alternative et donc favoriser les petits prédateurs. Donc en l'occurrence, les prédateurs qui étaient ciblés, c'était plutôt le renard, la fouine et la martre, puisque c'est vraiment eux qui sont de très gros consommateurs de rongeurs dans les pomicultures. Mais en fait, la Genette, elle fait aussi partie de ce cortège de petits mammifères qui va manger énormément de petits rongeurs et qui peut avoir un rôle. Après, je
j'ai peut-être fait un peu un raccourci aussi, mais le souci, c'est que quand on se retrouve avec des pullulations de rongeurs, en fait, c'est très compliqué de mettre en place la lutte alternative. Donc, c'est vraiment des choses qu'il faut anticiper. Donc, effectivement, essayer de la protéger parce qu'elle peut avoir un rôle sur cette anticipation, c'est complètement pertinent. Est-ce que quelqu'un... Vous avez le droit de dire qu'on peut ne pas la protéger, hein, c'est pas le débat est ouvert. Oui. Parce que si on la protège, on protège les centaines de. Ouais. Alors, si on met en place la protection pour une espèce, c'est les mêmes pour toutes les autres espèces. On protège toutes les autres espèces. Ouais, c'est exactement ça. Mais du coup, je ne sais pas si tout le monde vous a entendu, mais ce que vous disiez, c'était que si on la protège, on va protéger énormément d'autres espèces. En fait, c'est un concept qui est assez bien connu en écologie, c'est le concept d'espèce parapluie. C'est-à-dire qu'en protégeant une espèce, ça va ruisseler sur toutes les autres. Typiquement, la genette, elle est farouche, elle aime plutôt les couverts boisés fermés. Elle apprécie quand même plutôt des cours d'eau, en l'occurrence des cours d'eau de bonne qualité. Donc le fait de la protéger, on va être obligé de, en tout cas on aimerait être obligé de protéger son habitat. Et elle le partage avec beaucoup d'autres espèces, donc effectivement, ça peut être une très très bonne raison de protéger la genette. Simplement parce qu'elle n'est pas très courante. Ouais, simplement parce qu'elle n'est pas très courante. Ouais, est-ce que quelqu'un d'autre a une idée? Elle n'est pas courante parce qu'elle est discrète. Les deux marchent. Si vous vous mettez au nord-est du Limousin, elle n'est pas très courante. Et elle est aussi très discrète. Mais si on remet là, on en voit beaucoup. Mais oui, vous pouvez en voir. Après, c'est les cartes que je vous ai montrées tout à l'heure, elles sont déjà encore en train de changer. Oui. Il y a aussi que c'est un carnivore, donc il est en haut de la chaîne alimentaire et donc il régule tout le reste. Alors, est-ce que je peux faire des schémas? Merci. Alors en fait, vous avez fait une remarque qui est hyper intéressante et qui est un raccourci qu'on a tous tendance à prendre, qui est que du coup, il n'y a que les carnivores qui régulent ce qui est en dessous. Mais en fait, admettons qu'on se nourrisse que de spaghettis. Et demain, il n'y a plus de spaghettis. Mais il y avait vraiment que ça qu'on pouvait manger. Du coup, en fait, les spaghettis régulent les carnivores. Donc, c'est un système qui n'est pas vraiment comme ça, mais qui est aussi comme ça. Oui, c'était juste pour faire ça, en fait, je suis désolée. Mais c'est une très bonne remarque. De toute façon, elle a un rôle, effectivement, dans le cycle de la vie et dans les chaînes, pour ce qu'on appelle les chaînes trophiques, c'est-à-dire qu'elle, de toute façon, elle va être décomposée par les décomposeurs qui en ont besoin pour faire la matière organique qui va servir, alors je vous fais ça très rapidement, mais qui va servir aux plantes à pousser. Ces plantes vont être consommées par les petits rongeurs, par les petits herbivores qui vont finir en fait par être consommés par la genette. Donc de toute façon, elle, comme n'importe quelle autre espèce, a sa place dans le cycle du vivant, enfin dans l'arbre du vivant, et elle a une place qui n'est pas enlevée en fait. Elle a une place qui est importante. Il y a l'élimination des plus faibles. Pardon? Il y a l'élimination des plus faibles et donc la tonicité de l'espèce qu'elle mange. Enfin, des espèces. Alors, effectivement, il y a un rôle d'élimination des animaux plus faibles qui existe. Mais on a un peu tendance à penser, mais ça c'est la faute aux documentaires, la faute à plein d'articles qui se veulent vulgariser les sciences et qui font des gros raccourcis. Effectivement, il y a ce rôle de régulation des plus faibles, des animaux qui sont malades, etc. Donc un rôle dans l'arrêt de la diffusion de certaines maladies. Mais en fait, si les prédateurs ne mangeaient que des animaux faibles et handicapés, il n'y aurait absolument aucun animal faible et handicapé dans le vivant. Sauf qu'en fait, c'est pas vrai. On sait qu'il y a des animaux qui souffrent de handicap, on sait qu'il y a des animaux qui sont un peu moins malins que les autres, etc. Parce qu'en fait, il y a une variabilité individuelle qui existe aussi et qui a le droit d'exister. Et si les prédateurs étaient faits pour ne manger que les idiots handicapés et pas du tout... et un peu branlants, en fait, il n'y en aurait jamais. Et en fait, il y en a, donc effectivement, elle contribue à réguler vraiment la diffusion de ces animaux-là, mais en même temps, ils existent quand même, donc ils ne font pas que ça. Pardon? Ils ne peuvent pas tous les manger. Ils peuvent pas tous les manger, mais après, ils ne mangent pas que des animaux faibles, justement.
que dans le Var et dans la péninsule ibérique, ils sont plus spécialisés sur les reptiles. Ouais. Du coup, c'est comme ça introduit, du coup, c'est une pression de prédation supplémentaire sur des espèces protégées que sont les reptiles. Du coup, est-ce qu'il y a un impact ou pas? Bah alors c'est un peu compliqué à quantifier dans le sens où maintenant elle est là depuis très 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 longtemps. Et donc elle est quand même, c'est un peu comme chez nous, elle est quand même plutôt fondue dans le paysage. Et pour le coup, c'est pas comme une nouvelle espèce exotique qui arriverait où là on est en mesure de quantifier son impact. Là c'est pas vraiment le cas. Honnêtement, j'en ai pas connaissance, quand ça va au-delà de mes connaissances. Simplement pour passer à l'exercice collaboratif d'après, en fait la première raison qui devrait nous permettre de protéger la jeunette, c'est juste qu'elle a le droit d'exister. Au même titre que n'importe quelle autre espèce, elle a juste le droit d'exister. Et enfin, pardon ? Je suis ravie que vous l'ayez dit, parce que je n'osais pas le dire, mais je me suis dit c'est vraiment une question d'éthique. Oui. Elle existe et donc elle a juste le droit d'exister. Voilà. Il n'y a pas besoin peut-être qu'elle ait une utilité, ne serait-ce que pour l'homme, pour le fait de sauvegarder une espèce parce qu'elle est utile à quelque chose. C'est toujours un concept que je trouve un peu dérangeant. Ouais, mais en fait j'allais rebondir, je rebondis sur ce que vous dites. En fait, le fait de toujours voir les espèces à travers leur utilité, c'est vraiment rentrer dans ce qu'on appelle le capitalisme de l'environnement, c'est-à-dire que sans mettre une monnaie sur les espèces, on n'arrive pas à les protéger correctement, mais en mettant une monnaie et une valeur sur les services qu'elles rendent et sur ce qu'elles sont, et ben on rentre dans un cercle vicieux qui voudrait que si une espèce existe, elle doit forcément avoir une utilité. Alors qu'on est juste pour protéger une espèce, on ne devrait pas avoir besoin de justifier de tous les services qu'elle rend et de tout le boulot qu'elle fait, elle a juste le droit d'exister. Oui, mais à ce moment-là, toutes les espèces devraient être protégées. Moi, je suis d'accord que chaque être vivant a le droit de vivre, quelle que soit son utilité, ça n'a pas d'importance. Mais quand je vois qu'on fait des battues au renard, au blaireau, je ne comprends pas. Mais nous aussi. Non, après le renard et le blaireau, c'est encore d'autres débats enflammés, mais c'est vrai que pour le coup, le renard et le blaireau. Pourquoi il va protéger le renard? Parce que le renard a son utilité aussi. Typiquement, il y a quand même un consensus scientifique qui voudrait qu'on protège beaucoup plus le renard, notamment pour les services qu'il rend en fait gratuitement, donc la lutte contre les ravageurs, c'est ce que vous disiez plus tôt, mais aussi quelque chose qui nous frappe et qui nous a frappé énormément ces 2 dernières années. C'est la capacité des espèces à diffuser les pathogènes. Et la diffusion des pathogènes dans l'environnement, c'est quelque chose qui risque de nous intéresser de plus en plus dans les années à venir. Donc pour vous le schématiser un petit peu, admettons que dans cette pièce, il n'y ait que la moitié d'entre nous qui soit sensible à un pathogène. Donc ce pathogène, sur la moitié d'entre nous, il va essayer d'en prendre 10, d'en piquer 10. Donc il faut imaginer que chacun d'entre nous représente une espèce et tous les effectifs qui la suivent, etc. Donc ce pathogène va essayer de piquer 10 personnes. Si on est encore tout ce monde dans la salle, il y a quand même de grandes chances pour qu'il y ait des coups dans l'eau et que ça fasse un cul-de-sac, que derrière, la personne qui a été touchée, si elle n'est pas sensible, elle ne contamine personne d'autre et que ça s'arrête juste à son niveau. Si maintenant on enlève la moitié de la salle, il y a quand même plus de risques pour que le pathogène puisse potentiellement toucher plus de monde. Et il y aura moins de monde qui va se croiser, donc potentiellement les personnes de la salle risquent plus de se croiser entre elles qu'avant. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe quand on supprime des espèces, ou en tout cas quand on s'évertue à en tuer autant que le renard chaque année, où c'est au moins 600 000 renards chaque année, sans compter toutes les mères qui sont tuées et qui étaient prêtes à mettre bas, sans compter tous les braconnages qu'on ne comptabilise pas et qui existent. Et du coup, à chaque fois qu'on met des coups comme ça dans la nature et qu'on s'évertue et qu'en fait on est borné sur une espèce, justement on réduit cette capacité de l'environnement à être une barrière entre nous et certains pathogènes. Et c'est ce qu'on voit notamment avec la recrudescence de la maladie de Lyme et d'autres affections. Mais si c'est un sujet qui vous intéresse, on en parle dans la classe qu'on a diffusée, donc c'est assez vulgarisé et c'est pas très très long, et justement l'objectif c'est aussi de pouvoir hisser un petit peu ces questions qui nous concernent tous, c'est-à-dire que même si on vit en ville, on peut se sentir assez loin du renard ou du blaireau, et en fait pas tant que ça, parce qu'ils ont eux aussi un rôle dans la préservation de notre santé, même si on n'est pas du tout sensible à la cause des maladies. Il y a beaucoup d'autres éléments qui justifieraient la protection de la jeunesse. On ne va pas tous les faire aujourd'hui. La deuxième, c'est à votre avis, donc partant du principe que nous avons tous protégé la jeunesse, ou en tout cas on est tous presque du même avis, comment est-ce que vous feriez, qu'est-ce qui vous semble être des leviers particulièrement importants pour réussir à la protéger?
Ouais, ne pas détruire son habitat, c'est la base, ouais, effectivement. Replanter les forêts. Pardon? Replanter les forêts. Oui, replanter des forêts, et je rebondis sur ce que vous dites. En l'occurrence, on a tendance à opposer la gestion forestière et l'exploitation du bois à justement une espèce de nature sous cloche dans laquelle tout est préservé. Tout à l'heure, quand je râlais sur les forêts, du coup, c'est pas des forêts, c'est des champs monospécifiques de résineux sur le plateau de Mille-Vaches, en fait, on râle dessus parce que c'est pas du tout une exploitation de la forêt qui est pérenne et qui est viable, en fait. Parce que les forêts françaises vont quand même très mal, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire pousser des forêts et les exploiter. Ça veut simplement dire qu'effectivement, il faut qu'on replante de la forêt, des forêts qui sont mixtes, et qu'on va pouvoir exploiter de façon durable. Voilà, je clôt la parenthèse, c'était juste pour rebondir là-dessus. Et dans lesquelles donc, la jeunesse pourra tout à fait vivre, et dans lesquelles nous, on pourra se servir aussi. Est-ce que vous avez d'autres idées? Oui? La sensibilisation et la prévention à ce niveau-là. Ouais, la sensibilisation et la prévention, complètement. Que ce soit au niveau... en faisant référence à la faculté, avec nous, on fait beaucoup... on a aussi travaillé sur des projets de bande dessinée avec les écoliers du Limousin. Donc l'objectif, c'était de leur présenter des espèces. Et à la fin de la journée, donc, on les emmenait sur le terrain pour qu'ils découvrent un petit peu les espèces, qu'on les emmène se poser des questions un petit peu sur la nature. Et à la fin de la journée, ils devaient faire une planche. Et on a fait une bande dessinée, en fait, avec... 25 écoles du Limousin qui ont rédigé des planches sur chacune des espèces, et en fait c'était complètement impressionnant de voir les enfants s'approprier à ce point-là les questions environnementales et les questions de conservation sur les espèces. Et en fait c'est souvent par eux en fait que vont pouvoir changer les parents. Est-ce que vous avez une autre chose? Réduction, voire suppression de tout ce qui est pesticides et tout ce qui est toxique. Ouais, une réduction drastique des pesticides, ou en tout cas de la façon dont on les utilise aujourd'hui. Ça peut être compliqué de complètement s'en passer, notamment sur certaines affections, c'est parfois compliqué de s'en passer, ou typiquement avec le label bio, il va y avoir plusieurs passages d'une molécule, alors qu'avec les pesticides, il n'y a qu'un seul passage. Je ne suis pas du tout spécialiste de ça, mais simplement ça ne peut pas forcément être tout noir complètement. Il faut bien l'avoir en tête. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on épand des pesticides à 50 mètres d'un cours d'eau, en pente, sans arbre, parce qu'on a arraché toutes les haies, a priori, c'est pas vraiment le bon emploi, ou en tout cas, c'est pas vraiment l'agriculture qu'on a envie de voir demain. Et ce qui est sûr, c'est que c'est pas du tout l'agriculture qui permettra de conserver des espèces comme la genette. Interdire les piègements spécifiques aux espèces. Ouais, bon courage pour ça. Mais Interdire les pièges tout court. ouais, bon, le piégeage, on pourrait en discuter pendant très longtemps sur l'aspect éthique du piégeage, mais ce n'est pas le sujet de cette conférence. Mais effectivement, les pièges non spécifiques, les pièges non sélectifs, ça fait quand même beaucoup de dégâts. Et pas que sur la genette d'ailleurs, sur beaucoup d'autres espèces. Mais du coup, il y a un truc dont vous n'avez pas parlé, mais c'est quand même l'étude de l'espèce pour mieux la connaître. Et pour essayer de mieux identifier en fait quels vont être justement les leviers de conservation, ce qui va vraiment avoir un impact. On a émis beaucoup d'éléments, mais si ça se trouve, dans tous ces éléments dont on vient de parler, il y en a peut-être un qui est décisif et qui va vraiment permettre à l'espèce de trouver des espaces de quiétude et de pouvoir continuer de faire sa vie en fait, de se reproduire, de trouver des ressources, etc. Donc en dernier exercice collaboratif, la parole est vraiment à vous. À votre avis, si demain, vous, en tant que citoyen du Limousin, vous deviez améliorer les connaissances sur la genette, améliorer, même pas que les connaissances, mais faire en sorte de conserver la genette, qu'est-ce que vous feriez? Donc, si vous avez des connaissances sur des protocoles, sur des façons d'étudier la genette, c'est le moment ou de poser des questions ou de proposer des idées. Oui. En ce moment, il y a beaucoup de bois qui sont totalement rasés. Et je m'étonne que dans des territoires où la genette est avérée, alors qu'elle est protégée, on puisse détruire son habitat sans qu'aucun veto soit posé justement sur la déforestation chimique. Alors, vous entrez dans un sujet très très épineux. Parce que c'est pas fait justement En fait, généralement, quand il y a des gros projets, on demande l'avis à des bureaux d'études, on nous demande notre avis à nous par rapport aux connaissances qu'on a du territoire.
Et ben, ça arrive effectivement qu'il y ait des espèces qui soient des espèces a priori qui sont censées être protégées. Donc il y a la genette, il y a aussi énormément de cortèges de chauves-souris, des amphibiens, des reptiles, d'autres mammifères comme la loutre, etc. Mais après, c'est pas vraiment nous qui prenons les décisions, ça se passe plus haut. Donc je ne pourrais pas vous expliquer comment ça se fait qu'on détruise des espèces pour des projets. Donc il n'y a pas d'autorisation à demander au point de vue environnemental. Enfin, on peut détruire une forêt, quel que soit. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres idées? Donc si demain, admettons, je vous dise qu'on voudrait étudier mieux la répartition de la genette. Donc je vous ai parlé de plusieurs techniques, je vous ai parlé des pièges photographiques. D'ailleurs, avec les pièges photographiques, on peut même identifier les genettes à l'individu. En fait, elles ont leur pattern de tâches qui varie entre individus. Vous avez l'ADN environnemental, vous avez pas mal de techniques. Je ne sais pas si quelqu'un a une idée. Oui. Du coup, par rapport en plus, c'est en lien avec l'identification à l'individu, des suivis soit télémétriques, soit de capture marquée après capture, à poursuivre les individus sur les chemins de pollinisation. Je sais pas si c'est déjà été fait. Ouais, alors du coup, la télémétrie, ça avait été fait. Ils avaient prévu d'avoir un peu plus que 2 genettes, mais en fait, dans l'idée, il faut réussir à capturer l'animal, à lui mettre un collier GPS qui coûte généralement très cher, qui peut réellement perturber la vie de l'animal s'il est mal choisi. Et puis quand même ça arrive sur les colliers GPS que vous puissiez avoir juste un collier GPS qui arrête d'émettre. Donc techniquement c'est assez compliqué et financièrement c'est quand même assez coûteux. Et juste, ouais. Travailler en photo identification, comme par exemple, avec, je pense que les patterns de couleurs sont spécifiques à chaque individu, ça peut pas être fait sur des poses de fiches photo sur d'autres zones, enfin des échanges avec d'autres ouais. groupes. Oui, après ça peut être une idée de poser des pièges photos et de voir s'il y a des genettes qui passent, et s'il y a des genettes qui passent, est-ce que c'est toujours les mêmes en fait. Donc ça c'est carrément intéressant, surtout pour nous en période de rut, ça peut aussi permettre d'identifier s'il y a des genettes qui sont plutôt ensemble sur les périodes de rut, ou alors s'il y a des jeunes qui dispersent et donc qui traversent un territoire, etc. Donc oui, c'est vraiment une approche qui est intéressante. Oui. Il y a les observations des citoyens, comme vous dites, par le biais de certaines applications ou autres aussi. Oui, c'est ça. Alors vous avez Fun Limousin, qui est le site web à travers lequel les observateurs transmettent leurs données. Et puis vous avez l'application Naturalist que vous pouvez installer sur le téléphone. Et donc là c'est pareil, vous pouvez transmettre vos données, donc que ce soit des traces, des observations directes si vous avez la chance. C'est aussi important sur ces trucs-là de mettre les observations d'animaux morts sur le bord de la route, donc c'est un peu moins sexy que les animaux vivants qu'on voit plein de vie, mais c'est quand même important. Effectivement, typiquement pour l'atlas qu'on a mis en place, les cartes elles ont été générées en partie par le travail des salariés, la pose de pièges photo et la détection des indices sur le sol, l'observation des traces laissées par les genettes. Mais aussi beaucoup, c'est ce que je disais au début, on a un peu plus de 1200 observateurs sur l'Atlas, donc ils ont très très largement contribué à la connaissance de cette espèce et de beaucoup d'autres. Donc oui, c'est une méthode, oui, c'est un moyen. Du coup, ça va être plutôt la méthode des traces et des indices qui va être employée pour ces observateurs. Est-ce que vous avez d'autres idées? Oui. Parce qu'elle va être domestiquée, on peut à nouveau les accueillir et les garder. Alors, l'élevage, du coup, ça pose des questions. L'élevage, je dirais, l'élevage en milieu sauvage. Oui. En fait, c'est pas une. L'élevage, ça va surtout être utilisé pour les espèces qui se portent très très mal, typiquement le vison d'Europe. Par contre, pour des espèces comme la genette qui se portent pas mal et qui en plus sont en phase d'expansion, on va pas du tout faire l'élevage. Et le problème de l'élevage, surtout chez les mammifères, c'est qu'il y a un risque que les mammifères s'attachent et du coup soient un peu moins disposés à vivre leur vie quand ils se retrouvent dans la nature. Et plus on va contenir des animaux dans des parcs fermés, etc., et plus ils vont s'éloigner en fait de leur état naturel, que ce soit au niveau comportemental, mais parfois même au niveau physiologique. On a bien réussi avec le chat. On a bien réussi avec le chat. Mais alors le chat, c'est notre problématique. Elle vient d'humains qui les avaient domestiqués. Oui, après c'est pas une domestication c'est pas vraiment une domestication comme le chat. Et puis pour le coup, le chat c'est un des rares animaux domestiques qui peut vivre sa vie dehors, mais lui il pose aussi énormément de problèmes. Mais
Pardon? Il y a un certain nombre de connaissances qui peuvent être acquises quand même Par l'élevage? On parle par l'élevage par la domestication. Alors, c'est encore une super belle remarque ce que vous faites. Et en fait, le problème de l'élevage, c'est que très rapidement, il y a des comportements qui s'installent qui ne sont pas ceux qu'on observe dans la nature. L'exemple le plus connu, ou en tout cas un exemple très connu, c'est celui des loups, où vous avez peut-être entendu parler de la mode de loups avec le loup alpha, les loups en dessous, et puis les loups oméga qui sont ceux qui sont martyrisés complètement par tout le monde. En fait, ça marche pas tout à fait comme ça. Alors chez nous en France, quand il y a des meutes de loups, en général c'est un couple. La meute c'est une unité, enfin c'est un couple. Et où là effectivement il y a une hiérarchie qui s'installe, mais en fait le loup alpha c'est pas le dominant qui écrase tout le monde, c'est plutôt celui qui va choisir de manger en premier, pardon. Par contre, quand on est sur des meutes plutôt aux États-Unis qui sont beaucoup plus grandes, là le loup alpha c'est beaucoup moins prégnant que ce qu'on peut observer dans les zoos ou dans les parcs à loups. Dans les parcs à loups, pareil, on observe des loups oméga, qui sont des loups qui sont martyrisés par tout le monde. En fait, on les voit pas du tout dans la nature, parce que si un loup se fait martyriser par tout le monde, en fait, il s'en va, quoi. Donc la domestication, c'est un peu ce pendant qui est un peu compliqué, c'est qu'on observe quand même des choses qu'on n'observerait pas dans la nature. Donc c'est à prendre avec grande prudence. Et typiquement, je crois que les genettes qui ont été observées avec la tête sous l'eau en train de pêcher, c'est des genettes qui ont été observées plutôt dans des parcs. Donc ça prend avec des pincettes. Même si effectivement la domestication a permis de démystifier certains comportements, etc. Ou en tout cas de plus observer. Oui. Excusez-moi, je vais revenir sur le terme de domestication. La genette n'a jamais été domestiquée, on n'a pas de preuve. Elle n'a pas été domestiquée. Elle a été apprivoisée. Voilà. C'est ça, oui, en fait, je pense que je me suis aussi mal exprimée. Globalement, c'est pas du tout une domestication. Ce que j'appelais domestication, c'est vraiment un apprivoisement, dans le sens où c'est pas un animal qui va être câliné ou avoir sous la main comme l'est le chat. Non, mais il n'y a pas de souci, avec plaisir, c'est ce que je vous avais dit. Si vous avez des précisions à apporter, il ne faut vraiment pas se gêner. Voilà, sur ça, je vais passer en découvrir ce que je fais en février l'année prochaine, puisque je vais parler de la jeunesse, donc les relations homme-jeunesse dans le bassin méditerranéen de la préhistoire à nos jours, parce que c'était ma thèse. Donc je vous en parlerai, mais voilà, la domestication, c'est sur des millénaires, c'est pas possible. La jeunesse, on pense qu'elle est arrivée par les morts, voire avant, puisque là, on en a une datation d'ossements qu'on a retrouvé à la Cueva de Munera à Malaga, en Espagne. On a daté et c'est avant l'arrivée des morts. Voilà. Donc ça rejoint l'anecdote, mais on ne peut pas dire qu'elle a été domestiquée. Et alors aussi, je me permets de vous dire qu'elle a été vénérée au Moyen-Âge. D'accord. Par la vénération. Alors, on pense qu'elle était un dieu en Égypte antique. Donc ça, j'en parlerai. Un dieu bien avant la Bastet. Mais par rapport au Moyen-Âge, ce que j'ai dit, ça j'ai trouvé, c'est ce que j'ai vu sur Internet, elle est devenue le symbole de femme qui s'appelait Jeanne au Moyen-Âge. Parce qu'en fait, au Moyen-Âge, le diminutif de Jeanne, c'est Jeannette. Et on disait Jeannette, et le lendemain, on disait Jeannette, en ancien français. Donc ces femmes, en fait, elles ont voulu se distinguer. Alors, on est en train de compter, on est en 1423, la première jeunette trouvée. Elles ont voulu se distinguer et elles ont pris comme, par exemple, la jeunette comme symbole. Donc, on a Jeanne de France, je vous ai montré Jeanne de Bourbon, la première part. Tout ça, j'en parlerai. Donc, vraiment, c'est comme ça qu'elle a pu un petit peu tirer l'épingle du jeu par rapport à son fourrure, parce qu'elle était massacrée au Moyen-Âge. Et j'en parlerai parce que la jeunette, elle a trois types de couleurs. Donc la jeunette commune dont j'ai parlé, la jeunette albinos et la jeunette mélanique. Et là, c'était les trois modes au Moyen-Âge, vraiment de couleurs, appréciées par les ducs et duchesses. Voilà, elle était vraiment massacrée au Moyen-Âge, et donc c'est pour ça qu'on la connaissait de moins en moins. Voilà. D'accord, merci pour cette précision. C'est ce que je vous avais dit, il fallait pas, même pendant que je parlais, il fallait vraiment pas hésiter à intervenir. Donc, c'est ce que je disais, je ne suis pas historienne, donc c'est avec plaisir que vous pouvez intervenir et apporter ces précisions-là, parce que c'est vrai que souvent, justement, on voit le mot domestiquer en ayant bien conscience que c'est une domestication lointaine. Merci pour ces précisions. Du coup, si je reviens à notre suivi jeunesse,
En fait, les deux méthodes qu'on va plutôt employer pour nous en Limousin et qui sont vraiment accessibles à tous, c'est le suivi par piège photographique et le suivi avec la prospection des crottiers. Donc ça, typiquement, c'est quelque chose qui peut être relativement facilement accessible. Donc les pièges photographiques, c'est quand même assez onéreux, mais typiquement, si, comme certains d'entre vous ici aujourd'hui, sont au groupe mobologique et herpétologique du Limousin, on vous les passe. Et puis pour les autres, on organise aussi beaucoup de formations pour que justement chacun puisse être indépendant et autonome dans sa recherche d'indices. Maintenant, si aujourd'hui ça vous a plu de parler de la jeunette et que vous avez envie d'aller encore plus loin sur ce sujet-là, donc il y a quelqu'un qui l'a dit déjà tout à l'heure, vous pouvez installer les applications, vous pouvez mettre Faune Naturaliste sur votre page internet d'ordinateur et vous pouvez installer l'application Naturaliste qui en fait vous permet de transmettre vos observations. Et au-delà de transmettre vos observations, il y a aussi une visée pédagogique, c'est-à-dire que nous, si on voit que vous nous posez la question, j'ai l'impression que c'est une jeunette, mais je suis pas sûre, on va pouvoir vous aiguiller et vous dire, en fait, effectivement, c'est une trace ou c'est une jeunette parce que, et vous donner les critères. Pareil, si vous vous trompez, on peut vous dire, en fait, là où vous vous êtes trompé, c'est plutôt cette espèce-là, ou juste parfois, on ne peut pas déterminer l'espèce qui a laissé une crotte ou une empreinte. Ça arrive. Le deuxième élément pour aller encore plus loin, c'est de soutenir les structures de conservation. Donc le GMHL en est une, mais il y en a aussi d'autres en Limousin. Pourquoi j'appuie là-dessus? Parce que on est dans une époque où, typiquement tout à l'heure je vous parlais avec rage et passion du rapport du groupe 2 du GIEC, dont nous n'avons absolument pas parlé dans les médias. Autant vous dire que la biodiversité, on en parle encore moins, et en fait quand on adhère à une structure de conservation, c'est pas juste on donne 5, 10, 15, parfois 0 €. C'est plutôt on donne une voix. On donne une voix à une structure pour nous représenter. Et quand on représente 10 personnes, autant vous dire qu'on ne pèse pas très très lourd dans la balance. Par contre, comme certaines très très grosses associations que vous connaissez peut-être en France ou ailleurs dans le monde, quand on a 100, 200, 300, 1000 adhérents, 1000 voix en fait qu'on porte, on est beaucoup plus à même de faire des négociations. Et typiquement, on est beaucoup plus à même de porter le fait que quand on détruit des forêts, alors qu'on a dit qu'il y avait de la genette dedans, ou de la loutre, ou n'importe quoi qui est protégé, là, du coup, on est quand même beaucoup plus entendu. Donc en fait, quand on adhère à des structures de conservation, on donne surtout la possibilité à des personnes de défendre des sujets qui, a priori, vous tiennent à cœur. Et enfin, le dernier, si ça vous intéresse toujours et encore plus la jeunette, vous pouvez vous engager à nos côtés. Donc le 16 mars 2022 à 18h30, on organise une réunion du groupe carnivore au GMHL. Donc en gros, le groupe carnivore, l'objectif c'est de pouvoir s'organiser, de voir ce que vous peut-être avez envie de faire. Que ce soit juste recevoir des mails, on ne le conseille pas, mais juste recevoir des mails pour savoir ce que fait l'association, ou alors être des bénévoles actifs pour faire des prospections jeunettes, ou alors être des bénévoles actifs pour qu'on vous accompagne pour construire des protocoles qui sont pertinents et qui vous font plaisir, donc qui sont pertinents à l'espèce, mais qui vous font plaisir à vous. Donc si c'est pas la jeunette, ça peut être n'importe quelle autre espèce, en fait, les clés sont dans vos mains et c'est aussi à vous de proposer. Voilà, je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre mieux que je peux. Oui, il y a une question. Oui. Ça se rend compte, est-ce qu'il y a une possibilité de visioconférence pour les personnes qui sont loin? Oui, bien sûr. Oui. Alors il faudra juste nous envoyer un mail avant. Sur le site du GMHL, vous avez notre mail. Sinon, le mien, je ne l'ai pas noté, mais c'est m.abel@gmhl.asso.fr. Et on fera en sorte qu'il y ait effectivement un lien visio pour les personnes qui souhaitent participer, mais qui ne peuvent pas forcément se déplacer. Oui. Je voulais savoir s'il y avait une concurrence, par exemple, avec la marque des pins, parce que vous avez l'air de dire que c'est pas du tout le même environnement et tout ça. Donc je me demandais si entre les espèces, il y avait des concurrences. Est-ce que le marque des pins, c'est plutôt vénémineux, non? Non, alors c'est vraiment une super bonne question que vous posez. Elle est hyper intéressante, donc c'est super chouette de pouvoir en parler.
Alors déjà la martre des pins, on dit que c'est la martre des pins, mais en fait elle n'est pas franchement dans la forêt, enfin, elle peut quand même être en milieu bocagé. On en trouve parfois en périphérie des villes et des bâtis, donc, enfin des villages. Donc elle n'est pas cantonnée aux forêts de conifères. Au contraire, typiquement, elle aussi, les forêts de conifères de mille vaches, ça lui plaît pas tellement. Ensuite, au niveau de la compétition entre les espèces, alors ce qui est documenté notamment, c'est la compétition avec certains félins pour la jeunette. Alors, c'est pas de la compétition dans le sens, il y a une souris qui passe et les deux animaux vont se battre pour essayer de l'attraper. C'est ce qu'on appelle de l'exclusion compétitive, c'est-à-dire qu'il y a un individu qui prend une ressource qu'un autre individu aurait pu prendre. En l'occurrence, pour nous en Limousin, enfin plus globalement pour nous en France, c'est pas vraiment renseigné. Il y a peu de chances que ça existe dans le sens où on a quand même il y a quand même pas mal de ressources alimentaires. Maintenant, il y a quand même des zones où effectivement ça a été observé, notamment en Espagne, où là il y a quand même des ressources alimentaires qui sont bien moins importantes, et donc ça existe. Mais pour nous en France, en fait je rigole quand vous me parlez de ça, parce que l'année dernière, du coup, on a 2 personnes au GMHL qui ont travaillé sur la jeunette, et qui se sont interrogées sur est-ce qu'il y a de la compétition qui existe, et donc elles avaient élaboré un protocole pour justement essayer de tester s'il existait de la compétition entre la jeunette et le chat forestier. Parce que quand on compare la carte d'expansion du chat forestier avec celui de la jeunette et qu'on les colle, en fait on arrive pile poil à une frontière, et donc elle se disait est-ce que en fait l'une et l'autre espèce sont bloquées au niveau de leur expansion parce qu'il existe une compétition. Bon, en fait c'est peu probable, mais c'est vrai que c'est une question finalement qu'on se pose assez facilement. Oui. Alors, des prédateurs à l'état sauvage, c'est quand même. Les jeunes peuvent être prédatés, oui. Que ce soit par. Les jeunes peuvent être prédatés. Après, globalement, non, pas vraiment. Plus quand elle est au sol, typiquement par les chiens. Mais sinon, elle n'a pas vraiment de prédateurs qui pourraient faire une différence. Enfin, ça rentre pas, en tout cas, dans ce qui pourrait justifier d'un déclin de l'espèce ou d'une difficulté d'expansion. Oui. Est-ce que vous mettez tous vos événements, toutes vos conférences sur votre groupe Facebook? Oui. Oui, on met tout. On met tout, et puis cette année va être assez dynamique. Donc si vous vous intéressez aux carnivores, typiquement le putois, le blaireau, le loup, vous devriez trouver chaussures à votre pied cette année. Bon, je dis pas le loup pour vous faire venir, hein, mais... Bon, merci beaucoup du coup de votre attention. Merci à tous. La prochaine conférence, donc, ça sera début avril. Ce sera Michel Bottineau qui vous parlera des plantes addictives et de leurs paradoxes, et qui, après la conférence, pourra dédicacer son livre qui sort ce mois-ci, justement sur les plantes addictives. En fait, je reviens juste 2 petites secondes, excusez-moi, pour vous présenter ce livre. Donc, c'est le livre dont je vous parlais qui retrace en fait 10 ans. Alors, c'est pas là que je voulais arriver, pas de bol. Qui retrace 10 ans de travail au GMHL, mais aussi 10 ans de travail de plus de, du coup, 1200 contributeurs. Donc, on a fait une première édition en décembre qui a très bien marché. Les stocks sont complètement écoulés. Si vous voulez acquérir ces magnifiques atlas qui seront à moins de 30 € normalement et qui auront cette fois-ci une couverture rigide, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook, parce qu'on devrait vous en informer dès que la prochaine réédition arrive. Ça devrait arriver en avril-mai. Voilà, c'est tout. Bonne soirée. Merci.